Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Fille Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti. Ok, cette fois c'est bon? Maintenant ça devrait être bon. Alors bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi un nouvel épisode du podcast Fille Expat. Encore un enregistrement que je fais en face à face depuis l'île de Nusa Penida qui se trouve très proche de Bali, 45 minutes à peu près avec un petit bateau. Et j'ai eu l'opportunité de faire mon Advance Open Water, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, dans un club qui est tenu par une Française et elle a accepté de passer derrière le micro, donc merci à toi. Avec plaisir. Les auditrices auditeurs ne te connaissent pas, donc est-ce qu'on peut commencer par ton prénom, ton âge, j'allais dire, et la ville où tu te trouves actuellement, mais je l'ai déjà dit, ça c'est ma question normalement de départ, mais du coup je l'ai déjà dit. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 45 ans, et donc je vis effectivement sur l'île de Nusa Penida, au large de Bali. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça fait 13 ans que je vis à Bali, et à Nusa Penida, ça fait bientôt 7 ans. Oh waouh, ouais, ça fait du temps. Ça fait du temps, ouais. Eh bien écoute, avant qu'on en arrive à justement toutes ces années ici, j'aimerais bien qu'on fasse un grand retour en arrière. Est-ce que tu viens de Marseille? Je viens du sud de la France, ouais. Un t-shirt avec écrit Marseille en gros dessus. Fière d'être du sud. Donc, retour en arrière, où est-ce que tu as grandi? Dans quel cadre familial? Est-ce que vous étiez amené à voyager? Est-ce que tu as des frères et sœurs, etc. Alors, je suis effectivement née dans le sud, mais j'ai pas grandi dans le sud parce que mon père déménageait beaucoup pour son boulot. Donc, on a fait un peu le tour de la France. Donc, quand on était enfant, j'ai 2 petits frères. Et quand on était enfant, on déménageait tous les 2 ou 3 ans, on déménageait. Ah, ok. Donc, on a beaucoup bougé. Donc, on a vu pas mal d'endroits très différents. On a habité en Bretagne, dans l'Est, en Dordogne, voilà. Puis des fois, dans certaines régions de France, c'est comme si on allait dans un autre pays, non? Tout à fait. Il y avait des fois, c'était un peu l'aventure. Et donc, on voyageait beaucoup comme ça, mais sinon, on voyageait pas beaucoup. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, on passait surtout nos vacances à la campagne. Mon père, il est d'Auvergne, donc on allait en Auvergne. J'ai commencé à nager très tôt et j'ai appris à plonger, j'avais 13 ans. Ah oui. C'était un peu l'opportunité du club de natation de la ville qui en fait faisait aussi des cours de plongée. C'était où? C'était en Charente. En Charente-Maritime. Ouais, alors c'était pas dans la mer. Ok. T'étais dans une piscine? Les cours c'était dans une piscine et j'ai fait la certification dans une rivière. C'était horrible. J'en garde un très mauvais souvenir. Il faisait 12 degrés, c'était tout vert, on voyait rien. Enfin voilà, mais j'ai eu ma première certification de plongée, je devais avoir, c'est ça, 13 ans je pense. Et ça te faisait pas peur? Non, ça me faisait pas... Non, j'adore être dans l'eau, moi. Ah, ok. Je suis un petit poisson. Donc, je nage beaucoup, j'adore être dans l'eau. On passait donc nos étés à la campagne, au bord de la rivière, dans l'eau, à construire des petits barrages et pêcher des poissons. Ah, génial. Ouais, donc j'aime beaucoup être dans l'eau. Donc, j'ai appris à plonger très tôt. Et puis, après, du coup, quand j'ai commencé à étudier et puis après à travailler, là, j'ai commencé à voyager plus. Donc, t'étudiais quoi? Alors, j'ai fait une école de commerce. Ok. Donc j'ai passé 2 ans en France et après 2 ans en Angleterre. Donc je parle parfaitement anglais, ce qui est utile dans la vie de tous les jours, surtout quand tu vis à l'étranger. Et donc quand j'ai commencé à voyager, en fait, j'ai recommencé à plonger. Donc j'avais une amie qui vivait en Malaisie, j'ai été lui rendre visite, j'ai été plonger. J'ai été au Mexique, j'ai été plonger, voilà. Donc ça fait longtemps que je plonge en fait, parce qu'évidemment on va parler de plongée après. Mais c'est juste, voilà, donc ça fait longtemps que je plonge et après j'ai travaillé à Paris pendant 10 ans et je travaillais dans l'automobile, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Clairement. Ouais, donc toi, du coup, on va dire que la plongée, c'était vraiment pour le fun. Quand tu partais en vacances, t'essayais quand même de pouvoir aller plonger. Ouais. Mais au-delà de ça, jamais t'envisageais que ça devienne une carrière. Alors, j'ai commencé à y réfléchir, en fait, je devais avoir peut-être 26-27 ans et j'ai commencé à me dire, bon, c'est sympa travailler dans un bureau, mais ça manque quand même un peu d'extérieur, quoi. Mm-hmm. Et en fait, j'ai fait le premier niveau professionnel qui est le niveau de Dive Master, donc c'est un guide, quoi, guide de plongée. Je devais avoir 26 ans, je pense. En me disant, bon, je vais prendre 1 mois de vacances, je vais le faire pour voir si ça pourrait m'intéresser cette vie-là, quoi. Tu l'as fait où, ici à Bali? Non, j'ai fait ça au Honduras. Ok, wow. Je parle espagnol aussi, donc du coup, c'était l'occasion d'aller voir autre part, quoi. Ouais, génial. J'adore voyager pour plonger, mais j'adore aussi voyager ouais, puis pour l'Honduras, voir c'est des pas endroits. très courant comme destination. Non, alors c'est assez connu pour la plongée, donc c'était un peu pour ça que j'y étais. Mais effectivement, sinon, c'est pas super courant. À l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, à l'époque, c'était assez dangereux
la capitale et les alentours, donc c'était plutôt sur les îles où tu allais plonger. Là, c'était assez cool, c'est les Caraïbes, quoi. Il y a des belles plages, l'eau est chaude. Tu plonges en short. Tu plonges en short, il y a plein de poissons. Voilà, donc c'était sympa, quoi. Donc donc j'ai fait ça. Et puis, je sais pas, il s'est encore passé quelques années où j'allais plonger pendant les vacances. Et j'y réfléchissais et je me disais, bon, voilà. Donc, j'ai quand même travaillé 10 ans dans un boulot très corporate, quoi, comme on dit. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic et tu t'es dit, là, c'est plus possible? Alors, en fait, ça a été un peu une succession d'événements. J'ai été en couple, je me suis séparée et j'ai été chassée pour un boulot à Marseille. Donc, j'ai pris le boulot, j'ai quitté Paris, je me suis installée à Marseille en me disant... je serai au bord de la mer, je serai mieux, quoi. Du coup, je vais pouvoir aller plonger le week-end, aller faire du bateau. La vie va être meilleure, quoi. Et donc, j'ai passé 1 an à Marseille. Et en fait, une fois que j'étais au bord de la mer à Marseille, c'était super. Mais je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'aller au bureau et d'aller à la mer le week-end. En fait, j'ai envie de... faire autre chose, quoi. D'être tout le temps dans l'eau, de faire en plus l'eau à Marseille l'hiver, elle est froide. Et donc j'avais déjà un peu ce projet en me disant maintenant j'ai plus trop d'attaches, j'ai plus de crédit, je suis en location, j'ai pris ce boulot, bon ça fait pas si longtemps que ça et tout. Et donc finalement j'ai gardé ce boulot 1 an et puis j'ai quitté en me disant je vais vendre mes affaires, prendre mes clics et mes claques et aller à Bali et on verra bien, quoi. Pourquoi Bali? Alors j'avais déjà été à Bali. Genre 2 ans auparavant peut-être pour plonger. Et donc j'étais venue plonger sur l'île d'à côté, là, à Nusa Lembongan. Et la plongée ici, c'est magnifique. D'ailleurs, tu as pu voir, c'est magnifique. C'est magnifique, ouais. Voilà. Et donc c'était la première fois où je venais en Indonésie. J'avais déjà été plonger en Malaisie, en Thaïlande, mais je connaissais pas l'Indonésie. La plongée, c'est vraiment magnifique. Ici, c'est un des meilleurs endroits que j'ai vu, franchement. Ok. Donc c'est vraiment super beau, les récifs sont en super bon état, il y a plein de vie marine. Et à côté de ça, j'ai trouvé que Bali, c'était super, les gens sont trop sympas. Il fait 30 degrés toute l'année, donc ça c'est un gros avantage pour moi. C'est un rythme de vie qui est super agréable. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Bali. Et donc j'ai passé 3 semaines ici la première fois. Et puis l'année d'après, pendant que je bossais à Marseille, je suis revenue en me disant, si on réfléchit à ce projet, comment ça pourrait se passer, quoi. Et donc, je suis revenue ici encore 3 semaines. J'ai un peu plus, là, discuté avec des gens. Donc, quand tu discutes avec des gens, c'est avec des expats ou... Surtout avec des gens qui plongeaient, en fait. Okay. Donc, je venais plonger. J'ai été dans plusieurs centres. Et du coup, j'ai pas mal discuté avec des gens qui vivaient là et qui bossaient en plongée. En me disant à quoi ça ressemble leur vie, tu vois. Comment ça se passe quand tu plonges tous les jours c'est quoi les problèmes, quels sont, c'est quoi les avantages, voilà. Ils étaient assez ouverts, assez transparents? Ouais, franchement, j'ai trouvé que les gens étaient assez ouverts. Alors bon, c'était il y a 15 ans maintenant, mais il y avait moins de monde à Bali qu'il y a aujourd'hui. C'est ce que j'ai cru entendre. Ouais, donc, c'était hyper intéressant. J'ai rencontré une fille qui était suisse-allemande, qui était très sympa. Un autre mec qui était anglais, qui faisait ça depuis longtemps, qui avait genre une dizaine d'années de plus que moi, tu vois, avec lui, il avait déjà vécu 15 ans, à faire le tour du monde pour plonger et tout. Et bon, moi, ça me faisait un peu rêver, franchement. J'étais là, best life, quoi. Genre, t'es à la plage tous les jours, tu vas plonger, après tu bois des noix de coco. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de ça. Et après, je suis rentrée de ce voyage en me disant, ok, c'est bon. En fait, je vais essayer. Et puis, on verra bien, tu vois. Et donc, je suis partie en me disant 1 an. Genre 1 an à Bali, tu passes ton monitorat, tu donnes des cours de plongée et on voit, quoi. Voilà. Bon, ça fait 13 ans. T'étais où à Bali? J'ai été à Nusa Lembongan, donc sur l'île d'à côté, quand j'ai commencé à bosser. Côté, okay. Ouais, voilà. Et t'as trouvé rapidement quelqu'un qui était prêt à t'embaucher pour être justement... Ouais, tout à fait. En fait, j'ai fait ma formation. Donc à ce stade, j'étais guide de plongée. Pour enseigner, il faut être moniteur de plongée. Donc j'ai passé ma formation de moniteur avec un centre à Nusa Lembongan. Et en fait, 1 mois après, ils m'ont proposé du boulot, quoi. Ouais, parce qu'en plus, toi, avec 3 langues, ça te fait quand même un sacré bagage. Ouais, c'est un gros avantage. Ouais. Et maintenant 4 avec l'indonésien, donc... Ça y est, tu parles indonésien? Ouais, ça va. J'ai pas encore le vocabulaire pour tout, mais franchement, je peux faire la vie de tous les gens sans problème, quoi. Ah, génial, ouais. Et donc, t'as fait ce travail pendant combien de temps, moniteur? J'ai fait ce travail pendant 3 ans chez eux. Et en fait, pendant ces 3 ans, j'ai passé tous les échelons du monitorat, jusqu'au moment où tu arrives et t'es prof de prof, en fait, de plongée. Ah, waouh. Voilà. Donc, j'ai passé 3 ans à faire ça. En fait, au bout d'1 an et demi, je me suis dit, bon, ici, enfin, tu sais, la vie, c'est super.
donner des cours de plongée, c'est cool. Mais à ce stade, moi, j'avais déjà bossé 10 ans. Donc, j'avais une petite trentaine. Et je me disais, OK, c'est quoi, en fait, c'est quoi le next step? Si tu veux rester ici, tu peux pas continuer enfin, tu peux pas faire des baptêmes de plongée pour les 15 prochaines années, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, j'ai passé tous les niveaux du monitorat. Et donc, quand j'ai quitté ce job, j'ai pris un job à Bali pour faire des cours pour les gens qui veulent devenir moniteurs. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Au lieu de faire des baptêmes ou des cours de 2 ou 3 jours, c'est des cours qui durent 3 semaines, 1 mois, où tu apprends aux gens à enseigner, en fait. Et comme c'est pas mal plus compliqué d'avoir ce niveau-là en plongée, ben, ça paye aussi pas mal plus. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai donné des cours et donc je faisais des formations où il y avait 8, 10, 12 personnes pour leur apprendre à devenir moniteur de plongée, en fait. Et les personnes à qui tu devais justement apprendre de devenir moniteur, est-ce qu'ils étaient principalement étrangers ou est-ce que c'était principalement des Indonésiens? C'est principalement des étrangers. En fait, les Indonésiens dans les centres ici, souvent tu les formes en formation continue. Tu vois, donc moi, la personne qui t'a fait ton cours, il a commencé à bosser chez nous il y a 3 ans, il était sur le bateau à faire les cordes, tu vois. Okay. Et puis après, on lui a appris à plonger, et puis après, on lui a fait passer son guide de plongée. Et puis une fois qu'il avait fait ça pendant encore 1 an, après, on l'a formé pour qu'il fasse le monitorat. Mais ça prend plus de temps. Il y a une question de coût, en fait. C'est des certifications qui sont chères. Donc pour eux, c'est cher. Donc tu trouves beaucoup d'endroits. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à financer. Puis on leur dit, bah, en échange, tu bosses là 1 an. Et voilà. Donc c'était surtout des étrangers. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, franchement. Il y avait un peu tous les profils. J'ai rencontré plein de gens comme ça. C'était vraiment super. Maintenant, je peux aller plonger à l'œil à Hawaï, en Afrique du Sud. Ah oui, parce que donc les gens venaient vraiment de partout. Ouais, les gens viennent de partout. Ah, okay. Et donc, ils viennent pour la formation. Et souvent, ils viennent pour la réputation du centre ou la réputation du formateur. Donc moi, là, j'étais jeune formatrice. Les gens venaient surtout parce que le centre, ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Et puis, on faisait pas mal de pubs et tout. Maintenant, ça fait longtemps que je suis ici. Quand les gens, ils cherchent... J'ai beaucoup de gens qui m'envoient, en fait, des gens parce que c'est moi. Parce qu'ils te connaissent. Voilà, parce qu'ils me connaissent. Ou qu'ils ont fait une formation avec moi il y a 10 ans et puis que maintenant, ils m'envoient leurs amis, quoi. Ah, génial. Ouais. Et donc là, ça a duré 2 ans à peu près, tu disais? J'ai fait ça 2 ans, ouais. Et donc là, à ce stade, je cherchais déjà à me dire, bon, en fait, maintenant, ça fait 5 ans que je fais ça. Enfin, je commence à bien comprendre cette industrie et tout. Maintenant, il faut se mettre à son compte, en fait. Et donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Et donc, en fait, j'étais pas sûre de l'endroit. Donc, il y a une année où j'ai pris 2 mois de vacances et j'ai un peu fait le tour de certains spots en Indonésie pour aller plonger, pour voir un peu c'était quoi la vie en dehors de Bali, quoi. Donc, j'étais à Komodo, j'ai été à Raja Ampat, en Papouasie, aux Moluques, enfin... L'Indonésie, c'est vaste, quoi. Hein, donc, il y a plein d'endroits où tu peux plonger. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que Bali, c'était quand même bien pratique. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits super beaux pour plonger, mais alors qu'ils sont vraiment reculés. Où dès qu'il te faut un truc, en fait, il faut que ça vienne en avion. Ah ouais. Il n'y a pas de chambre de décompression. Si tu as un accident de plongée. La logistique, c'est vraiment super compliqué. Il n'y a pas vraiment de communauté expatriée. Enfin, voilà. Donc, finalement, je suis revenue en me disant, bon, ce coin ici, c'est bien. Quand tu dis ce coin, tu parles de Nusa Penida ou ouais, Bali en général. Et après, en fait, moi, je trouve que vraiment Nusa Penida et Nusa Lembongan, donc qui sont voisines, la plongée, c'est super. Et à cette époque, Nusa Lembongan, donc là, je commençais vraiment à réfléchir sérieusement. Ça devait être, je sais pas, 2018, je pense. Et Nusa Lembongan, il y avait déjà, ça avait déjà bien développé. Donc, il y avait déjà une quinzaine de centres de plongée, des hôtels et tout. Et Nusa Penida, il n'y avait rien. Toujours rien. Ah, il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait genre 2 trucs où tu pouvais manger autre chose que du riz. Mais non. 3 hôtels. Ah ouais. La première fois que je suis venue, c'était en 2016. Franchement, tu partais à la colline, là. Tu pouvais rouler des heures sans trouver une bouteille d'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'était... Ah ouais. Il y avait personne. Et donc... Mais il y avait 2 ou 3 centres de plongée locaux qui faisaient pas des masses de trucs. Et puis, j'avais un copain qui bosse dans un autre centre qui me disait « Ah ouais, on regarde. Je sais pas. On cherche peut-être un truc ici et tout. » Et donc, moi, comme je connais super bien les sites de plongée ici, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de raison, c'est les mêmes sites. Donc, si on trouve un moyen d'attirer les touristes à Penida, en fait, voilà, on peut faire de la plongée à partir d'ici, quoi. Bah, surtout que, enfin, au sud de moi, pour avoir commencé mon voyage au sud de Bali, j'ai voulu faire de la plongée, ils m'ont emmené à Nusa Penida. Ouais, c'est ça. Depuis Bali. Ouais, alors, la côte de Bali, il y a tout un côté où tu peux pas plonger. Tu peux plonger au nord, mais au sud, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de breaks de surf, donc il y a des vagues, il n'y a pas de corail, ou très peu. Et tous les sites de plongée, ils sont soit autour d'ici, soit un peu plus loin sur la côte, vers Padang Bay, Chandidasa et tout. Et puis après, le nord, quoi, Ahmed, Tulamben,
et Menjangan à la pointe. Mais à l'ouest, il n'y a rien, il n'y a pas de plongée. Donc effectivement, quand tu vas dans le sud, les destinations super touristiques, là, que tu dors à Kuta ou à Nusa Dua et tout, les gens, ils viennent t'emmènent plonger ici, ouais. Les 3 sites, tu sais, Mantapon, Crystal Bay et le troisième, je sais plus c'est quoi le nom, mais... Ouais. Donc voilà, donc moi je me disais, bon, ici c'est bien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop de concurrence. Enfin, à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc voilà, donc j'en étais un peu à ce stade-là. Et après, j'ai rencontré Julia qui allait devenir mon associée. Et on s'est retrouvés à animer en fait un nettoyage de plage hebdomadaire ensemble, quand je vivais à Bali, à Sanur. Donc elle plongeait, elle travaillait aussi dans la plongée, mais là elle travaillait plus parce qu'elle venait de mettre... Française aussi elle est franco-américaine, ouais. Elle venait de mettre ses enfants à l'école, donc elle travaillait plus trop. Et donc on se retrouvait tous les lundis là pour nettoyer la plage. Et donc à force de discuter, on s'est bien entendu assez vite. Et donc elle m'a dit, ah oui, alors là du coup tu bosses là, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et bon, de fil en aiguille, autour d'une bouteille de vin, voilà. Elle a fini par me dire, moi ça m'intéresse. Donc ce qui était super parce que moi je me voyais pas faire ça toute seule. J'avais déjà quand même pas mal d'idées et tout. Mais j'étais là, je vais pas me lancer dans un truc... dans une aventure comme ça, toute seule, quoi. C'était... Voilà. Donc, on s'est associés. Et après, moi, je travaillais. Et elle travaillait plus à l'époque. Et donc, c'est elle qui est venue, en fait, ici, faire du repérage, chercher les terrains et tout ça, quoi. Voilà. Et donc, on a signé un contrat pour ce terrain fin 2018. Donc là, le terrain où on est en ce moment, il était vide. Ah, il n'y avait même pas la route pour accéder. Il n'y avait rien. Mais non. Je te jure. Oh, c'est fou. Juste une petite question avant qu'on avance dans votre projet. En termes de visa, du coup, tu sais quoi qui te permettait de pouvoir rester en Indonésie ? Alors, quand tu travailles, en fait, tu as un visa de travail. Les permis de travail ici, ils sont liés à la société pour laquelle tu travailles. Okay. Donc, c'est la société qui doit montrer patte blanche pour toi, en gros, et dire que tu travailles pour eux et donc ils te fournissent un visa. Et donc, toutes les entreprises chez qui j'ai travaillé ici, ils étaient tout à fait réglo et tout, donc j'avais un permis de travail. Donc, il est renouvelable tous les ans. Et en gros, après, tu t'engages, dans la plupart des cas, tu t'engages avec eux pendant 1 an. Pour, voilà. Et après, quand on a pris le contrat ici, pour le terrain, on a évidemment monté une structure commerciale, quoi, une société ici. Et donc, quand on a arrêté de travailler toutes les deux, on a pris des permis de travail sur la société qu'on venait de créer, quoi. Ok. Est-ce que tu te souviens du premier jour où tu es arrivée pour voir ce terrain qu'elle allait te... Ah ouais, alors franchement, j'y croyais pas du tout. Alors, on avait vu des tonnes de trucs. Genre, moi, je bossais à Bali, tu vois, et genre, 1 fois ou 2 fois dans le mois, elle me disait, vas-y, viens passer la journée. J'ai vu des trucs et tout. En plus, quand tu donnes cours, tu sais, 3-4 semaines d'affilée, c'est fatigant. Ouais, donc, c'était mon jour off. Je me levais à 7 heures pour aller prendre le bateau, là, faire des tours de scooter pour aller voir des terrains. Et en fait, on avait passé quelques mois à discuter avec une autre famille qui avait un terrain un peu plus loin. Et puis finalement, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et donc, ils nous ont dit que ça ne les intéressait pas. Donc, on était un peu déçus. On avait un peu perdu de temps. Et elle m'a dit, ah ouais, on aurait dû continuer à chercher et tout. Bon, erreur de débutante, on en a fait plein. Et puis, je sais pas, quelques semaines après, elle m'appelle, elle me dit, ah, j'ai vu un truc génial, il faut absolument que tu viennes et tout. Bon, donc, je prends le bateau, j'arrive à Penida. Et elle m'amène en bas, donc tu vois, devant la mer, là, où tu es monté tout à l'heure. Et donc, c'est difficile de s'imaginer maintenant parce qu'il y a beaucoup de construction, mais il n'y avait rien. C'était une colline avec des cailloux et des petits bouts d'herbe séchés, quoi. Et donc, il n'y avait même pas de route pour monter. Et donc, elle me dit, c'est derrière. Je lui dis, mais comment on... Elle me dit, on grimpe, quoi. J'étais là, ok. Donc, tu sais, on commençait à monter. Donc, le mec, il avait un petit peu excavé pour faire un petit accès, mais il y avait de la caillasse. Et puis, à un moment, il s'était arrêté et il y avait une espèce de paroi, quoi. Donc, on grimpe. Après, elle me fait la courte échelle, on monte et tout. Enfin, n'importe quoi. Et j'étais là, mais dans quoi tu m'as emmené, tout ça. Donc, on grimpe à peu près où se trouve la piscine aujourd'hui. Et elle m'a dit, vas-y, retourne-toi. Donc, je me retourne. Et là, la vue, quoi. Ouais. On a une vue à 200 degrés, la mer, le volcan en face sur Bali et tout. Voilà, j'étais là, ah ouais, c'est pas mal. Quand même, c'est pas mal. Et elle me dit, le terrain, il est immense, on peut prendre qu'une partie, machin et tout. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et sur le coup, franchement, aujourd'hui, c'était à refaire. Je sais pas si je construirais sur un truc en pente, mais je suis contente finalement qu'on soit là. On n'est pas en bord de route, on est un peu excentré. La vue, elle est magnifique. Et c'est vrai qu'on en a fait un bel endroit, tu vois, c'est magnifique. Ouais, merci. Je mettrai des photos sur Instagram de la sortie de l'épisode pour partager tout ça. Mais tu vois, et je trouve que c'est ça aussi qui est bien quand tu disais, quand tu te lances à 2 ou à 3 ou à plusieurs, c'est que des fois, quand tu y crois pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui y croit,
Je trouve que ça aide à faire avancer les choses. Franchement, heureusement qu'on l'a fait à deux, hein, ça aurait été vraiment difficile sinon. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de moments où tu te dis, oh là là, on n'y arrivera jamais, tu vois. Tu as des moments un peu de désespoir, quoi, des fois. Hein. Tu sais, il y a un truc qui ne marche pas, tu as loué un bateau, le mec, il te plante, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a aussi beaucoup de galères de papier, d'administration en tout genre, quoi, naviguer. Et est-ce que c'était un peu en anglais ou tout en indonésien? Ah non, alors, ça dépend des gens que tu embauches, quoi. Donc, tu embauches des avocats, des comptables, des gens qui vont faire les trucs pour toi. Mais après, tu signes tout un tas de trucs en indonésien. Et puis surtout, l'Indonésie, c'est pas réputé pour être facile en termes d'administration. Hein. C'est assez compliqué. C'est pas fait pour être des étrangers. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des gros investissements de capitaux étrangers. Donc, nous, avec notre petit business, là, ils te mettent un peu des bâtons dans les roues, entre guillemets. Et puis, c'est assez difficile à naviguer, quoi. J'ai passé beaucoup de temps plus jeune à pester sur l'administration française. Et en vrai, je me rends compte que ça marche pas mal, je vais être honnête. Parce que maintenant, quand je refais un passeport en France, je me dis, franchement, ça va, quoi. Tous ceux qui vont à l'étranger et qui se rendent compte que finalement, l'administration française, c'est pas Non, mais c'est vrai, en fait, tu peux faire plein de trucs en ligne. La dernière fois que j'étais en France, j'ai fait une carte d'identité, franchement, fastoche, quoi. J'étais là, ah ouais, c'est pas mal. Et si, pour refaire ton visa, là, il faut aller 4 fois à l'immigration, ils prennent tes empreintes. Moi, ça fait 12 ans que tous les ans, ils me prennent mes empreintes, tu vois, j'étais là, j'ai toujours pas changé, voilà. Mes doigts sont toujours les mêmes. Franchement, c'est compliqué la paperasse ici. Donc voilà, donc il y avait tout ça. Et franchement, et Julien et moi, on est très complémentaires. Alors, c'est parfois un peu difficile dans le business, mais c'est quelqu'un qui est pas très porté sur l'admin en général et l'organisation. Mais par contre, qui est très fluide avec les gens, qui se fait des copains à l'arrêt de bus, tu vois. Donc, elle nous a tout de suite trouvé des gens pour faire ci, pour faire ça. C'est elle qui est pote avec le propriétaire du terrain et sa famille. Parce que là, vous louez. On loue, ouais, t'es obligé de faire des locations de longue durée. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a souvent écrit... on voit pas mal d'affiches, je trouve, à Bali où il y a écrit que Bali n'est pas à vendre mais à louer. Ouais. Ben, c'est pas une mauvaise, un mauvais système, tu vois, parce que les prix, enfin, quand tu compares le prix des terrains ici à plein d'autres endroits dans le monde, c'est quand même effectivement pas très cher, même si maintenant il y a des endroits à Bali qui sont assez chers. Mais surtout, en fait, la personne qui nous a loué le terrain, il doit avoir une 60aine d'années, il travaille plus. Et il m'a dit, moi, je verrai jamais la fin de votre contrat, vous avez encore 25 ans. Mais quand le contrat sera fini, mes enfants, ils auront quelque chose, tu vois. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que du coup, ça leur garantit quelque chose tous les mois parce qu'ils n'ont pas de plan de retraite à Bali. Alors, ça dépend comment tu fais ton contrat. Nous, on a payé le gros tout de suite. Ah, ok. Ça fait une grosse somme d'argent. Donc lui, après, il se débrouille. Il a fait une extension de sa maison, il a acheté une voiture et des vaches, je crois. Voilà. C'est la campagne ici quand même. Hein. Mais après, sinon, tu peux payer des locations tous les mois. Le risque, c'est que si tu n'as pas un contrat qui est bien ficelé, ça augmente. Nous, en gros, on a payé le gros tout de suite. Et puis après, on a une extension dans le contrat qui nous permet de le prolonger. Et si on fait ça, il faudra qu'on paye cette extension. Okay. Voilà. Mais bon, 25 ans, franchement, c'est assez long. Enfin, quand on a pris ce contrat, je venais d'en avoir 40, je crois. Un peu moins peut-être. Bon, dans 25 ans, j'espère bien que je ne serai plus là, quoi. Alors, en tout cas, j'irai faire autre chose. Ou que je ne travaillerai plus. Ouais, je te le souhaite. Merci. Donc là, du coup, vous avez géré l'admin, vous avez trouvé un terrain où rien n'est encore construit. Il n'y avait rien, ouais. La première chose que vous avez commencé à construire? La route, pour qu'on puisse monter. Ouais. Voilà, donc on a trouvé un mec pour faire la route. Donc on a pris quelqu'un pour faire la route. Et pendant ce temps, on avait trouvé un architecte. Et donc on a passé plusieurs mois à faire les plans. Nous, on ne voulait pas trop creuser dans la colline, comme ça se fait pas mal ici, malheureusement. Donc, le terrain, il est un peu en pente. Il y a pas mal de gros blocs de rochers et tout. Et on ne voulait pas trop changer la configuration naturelle. Donc, il a fallu trouver un architecte qui voulait bien travailler comme ça. Et puis après, on a passé beaucoup de temps à essayer de faire rentrer les trucs dans la place qu'il y avait sans trop tout casser, quoi. Bon, il a quand même fallu creuser pour faire une piscine. Mais sinon, comme tu as vu, il y a beaucoup de petits niveaux différents. Et en fait, c'est parce qu'on a construit pas mal de trucs sur pilotis et qu'on n'a pas vraiment excavé, quoi. Ouais, mais le flow, il est bien, je trouve. Ah, merci. Enfin, et puis en plus, comme on est plusieurs plongeurs, et enfin, il y a pas du monde, mais on est quand même, on n'est pas que deux, tu vois, à circuler. Ouais. Et je trouve que du coup, le flow de circulation, il se fait bien. T'as un endroit où manger, t'as un endroit où un petit peu plus étudier, les douches et tout, Enfin, je trouve que c'est bien fait en tout cas. Merci. Ouais, l'architecte, il a fait un super boulot. Après, il y avait des trucs qu'on avait prévus trop petits, mais ça, bon, on a rajouté un peu des trucs après. Tu vois, l'étage dans lequel on se trouve, là, il n'existait pas au début.
Mais il nous fallait, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de cafouche. Non, c'est un mot du Sud, ça, de cagibi, de rangement, quoi. Donc, on a construit ça et un bureau en plus. On a rajouté une petite terrasse là-haut parce qu'on manquait de place pour déjeuner et tout. Mais bon, ouais, je suis contente de l'endroit. Et voilà, donc tout ça, c'est des trucs qui sont assez compliqués. Et donc, je pense que c'était important qu'on soit deux et demi, en fait, hein, parce que notre associé de l'ombre, c'est le partenaire de Julia qui nous a aussi beaucoup aidé pour la construction et tout. Et puis après, on a une partenaire financière qui s'appelle Nicole, qui n'est pas du tout investie dans la gestion, mais qui nous a vraiment sorti de la panade pendant le Covid. Et donc, qui a accepté d'investir de l'argent et de prendre des parts au moment où on était fermé, quoi. Wow. Voilà. Ouais. Et donc, ça nous a permis de sortir du Covid, en fait. Voilà. Ouais, parce qu'il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez envisagé le projet et la première plongée? Pas tant, en vrai, hein. Franchement, on a commencé à en parler début 2018, je pense. On a mis quasiment 1 an à trouver le terrain, à monter la société. Donc, fin 2018, on avait le terrain et on avait les papiers. Et on a pris les premières plongées en juillet 2019. Ah oui. Mais ici, c'était pas fini de construire. Donc, on avait les travaux qui étaient en cours. Évidemment, comme tout bon chantier qui se respecte, on avait des mois de retard. Et donc, on travaillait d'un autre endroit. On avait loué, en fait, un autre endroit sur la plage, là, pas très loin. Et donc, on s'était un peu organisé, quoi. On avait loué un petit endroit pour mettre le matos. Et on avait loué un petit endroit pour faire les repas et le bateau et tout, quoi. Donc, on a tout fait un peu comme ça pour démarrer, en fait. On prenait pas beaucoup de monde, hein, les premiers mois, mais de toute façon, il y avait que Julia et moi pour faire les trucs. Ouais. Et on a embauché assez vite un mec pour nous aider avec le matériel et tout. Mais bon, fin 2019, c'était une petite opération, quoi. On avait 2 gars qui nous aidaient sur le bateau. Et après, on venait juste d'embaucher une monitrice. Et puis, mars 2020, Covid, et là, tout ferme. Les frontières ferment, voilà, donc on a fermé, quoi. Bah oui. Et ça a duré quasiment 2 ans. Ouais, j'allais dire, parce que c'était long. avant qu'on puisse reprendre des vols, etc. Ouais, 2 ans. Ça a mis du temps. Ouais, donc on a fini les travaux les premiers mois de Covid, parce qu'on avait encore des travailleurs ici, il y en a qui ont accepté de rester, donc on a fini vraiment le gros œuvre, quoi, les murs, le toit, mettre les portes, la lumière et tout. Et puis après, on a laissé un peu en jachère pendant plus d'1 année, en attendant de voir un peu ce qui se passait, quoi. Tu faisais quoi, justement, en attendant? Alors, moi, je suis restée ici quelques mois. Donc, le temps qu'on finisse les travaux, j'ai commencé à prendre un peu du travail en ligne. Donc, à mes heures creuses, les premières années où je travaillais ici, je faisais de la traduction. Donc, j'ai recommencé un peu à faire ça pour mettre un peu de beurre dans le riz, quoi. Bah oui. Et puis après, je suis rentrée en France en me disant, je vais rentrer quelques semaines pour voir la famille et tout. Et en fait, je me suis retrouvée coincée parce que l'Indonésie a encore renforcé la fermeture des frontières et donc même avec mon permis de travail, je ne pouvais plus rentrer. Donc, j'ai passé 9 mois à Paris. Loin de l'eau. Loin de l'eau, très loin de l'eau. Et j'ai travaillé du coup. J'ai fait de l'intérim et puis j'ai trouvé un contrat de 6 mois et donc j'ai travaillé parce que... Et de l'intérim dans quoi? Alors, d'abord, j'ai fait un très bref contrat dans un centre d'appel où je me suis dit qu'en fait, c'était pas possible. Et après, pour être très honnête, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du boulot parce que j'ai pas le profil d'une intérimaire. Et donc, les trucs pour lesquels je postulais, les gens me disaient « Madame, vous êtes trop qualifiée, en fait. » Ça, j'ai déjà tellement entendu ça en France, c'est Ouais, désespérant. je sais pas, à ce stade, moi, j'avais besoin de manger et de pouvoir un peu payer les factures, quoi. Ouais. Bref. Et donc, j'ai fait appel à mon réseau et j'ai envoyé un email à tous mes potes en disant, voilà mon CV, en fait, je suis là, j'ai besoin de travailler. Vous savez ce que je sais faire, quoi. Je peux le faire en 3 langues, voilà. Et donc, j'ai une boîte qui m'a appelée qui vendait de l'équipement médical. Et alors, eux, Covid, ils étaient busy, quoi. Hein. Ils avaient du travail et donc c'était tout remote, ils avaient fermé leur bureau, donc c'était tout en télétravail. Et en gros, ils avaient besoin de quelqu'un pour traduire en français leur site de vente en ligne et lancer le site. Donc faire en sorte que les gens ils commandent en ligne, quoi. Donc moi j'étais là, oui, moi pas de problème, je peux faire ça. Bien sûr, je peux traduire, bien sûr, je peux appeler les clients. Et... Voilà, donc j'ai bossé pour eux pendant 6 mois. C'était un peu loin de mon activité habituelle, mais franchement, bon... Voilà, quand on a besoin d'argent et que de toute façon t'es coincé. Voilà, c'est ça. Et donc, et au moment où j'ai terminé le contrat, en fait, les frontières étaient un peu réouvertes, mais il fallait faire une semaine de quarantaine. Et donc, j'ai fini par rentrer par Jakarta en faisant la quarantaine à l'hôtel, quoi, comme voilà. Et après, je suis revenue ici. Et puis là, c'était donc mi-2021. Et bon, il commençait quand même à y avoir des signes qu'à un moment, ça allait réouvrir. Et donc là, on a repris les travaux, en fait. Un peu, comment dire,
avec 3 bouts de ficelle, quoi. On a fait revenir nos 2 staffs en leur disant venez un peu bosser, on pourra vous payer un peu. On a un pote qui est venu passer quelques mois ici pour nous filer un coup de main. Et puis en gros, on a fini de mettre la peinture, on a mis la piscine en eau, on a acheté des meubles, on a terminé pour que ça soit prêt au moment parce où... qu'après, les Indonésiens, j'imagine que eux, c'est pas eux qui plongent le plus. Non. Mais il y avait quand même, j'imagine, des étrangers qui vivent sur les îles indonésiennes et qui peut-être... Ouais, alors c'était pas une grosse clientèle, ça. Ouais, non. Ça a été vraiment... Les premiers mois, on a fait un peu de ça. Et puis après, en fait, tu sais, les gens qui vivent à Bali, ils sont venus 1 fois, 2 fois. Ouais. Et puis après, en fait, eux aussi, s'ils ont des problèmes de boulot et tout, ils ont vrai. plus d'argent pour venir plonger le week-end, tu vois. Ouais. Non, c'était assez dur, hein. Le problème, c'est que quand t'es indonésien ici, il n'y a pas d'histoire de permis de travail et tout. Donc souvent, tu vis avec ta famille. Les gens ici, ils sont tous remis à aller planter des patates et des bananes et faire un peu des petits trucs pour bricoler, aller à la pêche, tu vois. Moi, bon, je peux pas vraiment aller planter des bananes derrière ma maison. Et surtout, légalement, tu peux pas faire autre chose que pourquoi ton visa est prévu, tu vois. Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez peut-être envisagé tout arrêter ? Non. Franchement, on n'a pas envisagé de tout arrêter. Moi, je me suis dit, financièrement, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on trouve de l'argent parce qu'on n'avait pas fini les travaux. Donc, on avait encore une partie des sous. Mais on n'avait pas non plus franchement démarré, tu vois. Donc, on avait... 1 mois plus tôt, on avait commandé un bateau. Donc, j'avais payé un acompte. Et le mec, il me disait, ça avance. J'étais là, ouais, mais en fait, il n'y a plus de travail. Donc, on savait quand même qu'on avait des dépenses à engager. Donc, c'était plus un problème de liquidité. On s'est dit, à un moment, ça va être compliqué, quoi. Et donc, Nicole, qui est une amie de Julien, nous a dit, ah, mais moi, j'y crois, votre truc. Voilà, je lui ai présenté un peu le projet. Les chiffres, franchement, ça ne l'intéressait même pas trop. Elle était là, ça a l'air super beau et tout, ça va être super. Et donc, elle a racheté des parts, en fait. Et Merci Nicole. Voilà, merci Nicole, on la remercie. Et donc, elle a fait une injection de liquidité dont on avait fort besoin. Et en fait, on a utilisé ça pour payer un peu les factures durant le Covid parce qu'on avait mis l'électricité, machin. Enfin, il fallait quand même... Bah oui. Et puis alors, le gouvernement indonésien, il te proposait quand même de payer tes taxes comme d'habitude. Hein. Il n'y avait pas trop de... Voilà. Et puis, au moment où on a redémarré, où ça a été un peu lent, les 2-3 premiers mois, et ben du coup, on avait des liquidités pour embaucher quelqu'un, louer un bateau, machin, tu vois. Donc, ouais, ça a été un peu difficile. Et donc, elle nous a un peu sauvé la mise, franchement. On aurait dû aller trouver de l'argent ailleurs, en fait. Et ça aurait été plus compliqué, je pense. Ouais. Voilà. Parce que ouais, la réouverture des frontières pour les touristes, c'était à quel moment ? C'était février 2022. Ok, ouais. Donc 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans, c'était long. Et est-ce qu'avec Julia, vos rapports, eux, il n'y avait pas de tension ? Parce que des fois, tu sais, dans les périodes un peu de stress. Non, alors pendant le Covid, franchement, c'était plus tendu pour elle parce qu'il n'y avait plus d'école. Donc, elle devait faire l'école à la maison et je t'avoue que je l'enviais pas trop. Moi, je venais faire de la peinture ici pour aider les travaux. Elle faisait donner cours à ses gamins, tu vois. Donc, ouais, non. Non, franchement, ça a été. Je pense qu'on était toutes les deux un peu inquiètes. Après, elle est d'une nature assez optimiste, tu vois. Elle est assez cool et tout. Moi, j'étais un peu stressée sur l'argent. Et en fait, cette histoire d'investissement, là, ça s'est fait assez tôt. On a fermé en mars. Et je crois que genre en juillet ou en août, Nicole, elle nous a dit, bon, je prends des parts. Et donc, moi, je me suis dit, ok, bon, bah là, il y a de l'argent, je le mets à la banque. Et en gros, on s'assoit dessus et on dépense le moins possible jusqu'à ce qu'on puisse réouvrir, quoi. Ah, génial. Et donc, quand on a réouvert, on n'avait pas tout à fait fini les travaux. Il n'y avait pas des masses de meubles. On n'avait pas acheté de l'équipement en plus. Il a fallu un peu tout sortir de la poussière et tout. Mais bon, voilà, on a fait la première saison. En fait, on a réouvert en mars. En février, on a fait la première saison. À la fin de la première saison, j'étais là, bon, bah ok, on a survécu, on a un bateau, qu'on a rempli toute la saison. Et voilà, et maintenant, il y a un peu d'argent à la caisse et on peut finir, en gros. Bah, tu vois, finir voilà, la construction, racheter l'équipement qui manque. Génial. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ces premiers clients, justement, que tu as emmenés en mer ? C'était 2 filles, trop sympa. Claire et Claire, elles s'appelaient. Je m'en souviens super bien, je te jure. Et je sais pas comment elles nous ont trouvés. Alors moi, j'avais déjà lancé le site quelques mois avant qu'on commence à bosser et tout. Et donc, parce que toi, t'as l'air de toucher à tout, hein. Ouais, moi, j'aime bien apprendre des trucs. Alors, j'avais déjà monté des sites internet pour d'autres trucs. Donc, j'ai monté le site. Et puis, pendant le Covid, je me suis pas mal formée sur le référencement. Je savais que ça va faire. Enfin, je veux dire, entre autres trucs, quoi. Donc, donc, c'était 2 filles. Et donc, on les a emmenées plonger. Et c'était notre première cliente et on était super contentes. Et en fait, ça a fait assez vite boule de neige. Alors, je sais pas trop, à l'époque, il n'y avait pas trop de concurrence.
Tu vois, quand tu arrives maintenant et que tu cherches un centre de plongée à Peneda, il y en a au moins 20. Ouais, il y en a Franchement, beaucoup, je pense qu'il y a peut-être même 25 maintenant. Mais à l'époque, franchement, des trucs un peu sérieux, il y en avait 3 ou 4 et on a tous plus ou moins ouvert en même temps, tu vois. Donc, la même année, quoi. Donc, du coup, post-Covid, il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas réouvert tout de suite. Ouais. Ils n'avaient pas l'argent, quoi. Enfin, pas les fonds, tu vois. Ils n'avaient pas Nicole. Ils n'avaient pas Nicole qui leur a sauvé la mise, exactement. Et puis, qui n'étaient pas prêts, tu vois. Et donc, ouais. Mais les premiers mois, on a pris des clients assez vite. Et franchement, on avait un petit bateau. On emmenait, je sais pas, 6-7 personnes par jour, tu vois. Ah oui, bah c'est bien. C'est pas mal, ouais. Et après, il y avait un mec qui bossait avec moi à Bali qui venait nous filer un coup de main pendant 2 mois, la première saison. Et voilà, et franchement, ouais, on a fait une petite saison et c'était sympa, quoi. Enfin, je me souviens des premières factures et tout, j'étais contente, quoi. Bah, Bon, franchement, on était claqués, on bossait 15 heures par jour, mais ouais, sinon, c'était... Tu savais que de toute façon, une fois que la saison des pluies allait arriver, que ça allait se calmer peut-être? Ouais, c'est très saisonnier ici. Donc, tu bosses beaucoup entre mai, juin, ça commence. Juillet, août, septembre, octobre, tu travailles beaucoup. Novembre, décembre, ça se calme. Et après, de janvier à avril, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, c'est tout le temps comme ça. Donc, ouais, on a fait une bonne première saison. On était assez contentes de nous. En plus, pas sur site, là où on avait prévu de faire le centre, quoi. Sur un petit truc qui était quand même un peu... un peu bricolé, quoi. On avait loué un truc, on avait collé 2 posters, voilà, c'était... Mais, ouais. Et ensuite, on continuait les travaux au moment où les frontières ont fermé. Mais ouais, c'était les premiers mois, franchement, c'était beaucoup de travail. Parce qu'on faisait tout, en fait, hein, donc... on était toutes les deux. Tu dois tout gérer, quoi. On tout gérait. Donc, on se levait le matin à pas d'heure, on allait charger le matos, tout mettre sur le bateau. Après, on accueillait les clients, on allait faire les plongées, on revenait. Après, on répondait aux emails, je faisais les factures, tu ranges tout. Ah, tu vas te coucher, le lendemain, tu recommences, quoi. Ouais, ah ouais. C'était vraiment dur. Franchement, les premiers quelques mois, c'était vraiment dur, ouais. Et ensuite, j'ai l'impression que vous avez vraiment... c'est exponentiel, parce que maintenant, vous avez plus de 1000 commentaires sur Google Reviews. Moi, ça m'a choquée, parce que c'est quand même rare de voir plus de 1000 commentaires, parce que les gens ont toujours un peu de mal de dire quand ils aiment. Ils préfèrent dire quand ils aiment pas. Ouais, souvent, ils préfèrent dire quand ils aiment pas. Alors nous, on leur demande quand même gentiment, quoi. On leur dit que ça nous aide. Tu verras, la semaine prochaine, tu vas recevoir un petit email, sans doute. Oui, t'inquiète, Hardy m'a déjà redit qui te dit, Kelly, merci d'avoir plongé avec nous. Est-ce que tu peux... Je sais pas, en fait, moi, j'ai travaillé dans plein d'autres centres avant. Alors, il y a des endroits où je suis restée longtemps, mais il y a quelques détails que je t'ai épargnés, dans des endroits où je suis restée 2 mois ou 3 mois, parce que j'étais là, mais c'est des fous, en fait, j'ai pas envie de travailler pour des gens comme ça. Donc, on a fait en sorte que les gens qui travaillent ici, ils sont contents de travailler ici. Et ils le sont. Et ils le sont, je pense, ouais. Et personne ne démissionne, donc ça doit être un signe qu'ils sont contents, voilà. Qu'ils soient bien payés et qu'on ait une bonne ambiance de travail. Après, en échange de quoi, évidemment, je demande que tu fasses bien ton travail. Et ils savent tous que le plus important, c'est la sécurité et le service client, en fait. C'est ça. Donc, alors, ça implique un certain nombre de coûts qui se reflètent dans nos prix par rapport à certains autres centres. On n'est pas les moins chers, loin de là. Mais par contre, tu vois qu'ils sont contents d'être là, ils sont contents de venir le matin. Ça se passe bien la journée, ils s'entendent bien entre eux. Ah oui, non, c'est vraiment l'ambiance, elle est incroyable. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que déjà, c'est pas des bateaux où on est 40. Ça, je déteste. Je préfère les petits bateaux où on n'est pas trop nombreux. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que j'avais l'impression que c'était vraiment un peu des plongées personnalisées. Moi, j'avais mon moniteur, j'ai juste fait une plongée avec un autre client. Mais sinon, j'ai l'impression qu'on avait toujours tous... vraiment notre expérience personnalisée, et ça c'est vrai, enfin pour moi c'est un plus en fait, parce que il m'appelait princesse. D'abord, tu sais, ici ils aiment bien dire boss. Souvent les Indonésiens ils nous appellent boss quand on arrive, et moi j'aurais dit non, moi faut m'appeler princesse. En plus vous me traitez comme une princesse parce qu'ils t'enlèvent les palmes, ils te font tout. Donc on a pas mal rigolé par rapport à ça. Mais ouais, je leur ai posé des questions. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez dans ce centre? Parce que je suis un peu curieuse et que j'aime bien savoir. Et ils m'ont dit, déjà, ils apprécient beaucoup travailler pour toi. Et puis aussi la sécurité. Par exemple, nous, tout à l'heure, quand on a été sur le site des Manta, on a fini assez loin. Et au bout d'un moment, on a dû utiliser la radio. Et tu vois, ça, il n'y a pas tout le monde qui a une radio. J'ai fait d'autres plongées, il n'y avait pas de radio. Et même, on a dû appeler d'autres bateaux parce qu'il y a des gens qui attendaient là depuis 20 minutes leur bateau qui ne se faisaient pas voir. Et du coup, c'est vrai que c'est important de voir tous ces aspects sécurité. Moi, j'ai plongé beaucoup ici avant. Enfin, j'ai fait moi les plongées que eux ils font tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Maintenant, je les fais plus. Mais je veux dire, moi, j'ai passé des années à emmener des gens ici, faire des baptêmes, des cours et tout. Ici, les conditions, elles sont un peu difficiles par rapport à d'autres endroits. Il y a du courant, des fois, il y a de la houle.
Des fois, le courant il change pendant la plongée. Ça peut être un peu imprévisible et tout. Et donc, évidemment, sur les années où j'ai travaillé ici, il y a eu des incidents, voire des accidents. Et donc, moi, aujourd'hui, maintenant, tous les jours, j'envoie des gens à l'eau. J'ai pas envie d'être la personne chez qui il y a un accident, tu vois. Clairement. Ne serait-ce que pour dormir la nuit, tout simplement, quoi. Sans parler du fait que, en termes de business, c'est pas top. Non, clairement pas. Mais c'est plus que de moi me sentir tranquille. Et cette histoire de radio, tu vois, c'est un truc que j'ai fait la première année. En fait, on a eu un incident où on avait du mal à trouver une panne. Ok, bon, on a fini par la trouver, mais ça a pris un peu de temps, tu vois. Et je me suis dit, mais moi, je peux pas avoir ce stress-là. Et puis même pour eux, tu vois, en fait. Ouais, même pour ceux qui cherchent le capitaine. Et donc ça, les radios, franchement, ici, je pense qu'on est un des rares à avoir ça. Donc j'ai dû trouver le caisson qui allait bien, la radio de la bonne taille. Mais il était tout fier de sortir son caisson. Il m'a dit, c'est la première fois que je l'utilise. Mais c'est un investissement, tu vois. Il y en a pour 400-500 € par radio. Ils sont 5, ils ont tous une radio, quoi. Mais voilà, le jour où il y a ne serait-ce que même pas un problème, tu vois, t'attends un peu, t'es un peu loin, ils appellent le bateau arrive. J'étais contente de ne pas avoir attendu 1 heure, parce que, vu les vagues qu'il y avait, je veux dire qu'au bout d'un moment, j'aurais été épuisée. Voilà, donc il y a ça, je pense qu'il y a ça. Ça, pour moi, c'est hyper important, la partie sécurité. Après, c'est que des gens sympas, et la plupart des gens, c'est des gens qu'on a formés ici. Parce que donc, comme je t'ai expliqué, moi, je peux faire les formations de moniteur. Donc, les 2 premières années, maintenant, c'est Yvonne qui m'a remplacée pour faire ça. Mais les 2 premières années, c'est moi qui faisais les formations. Donc, en gros, l'avantage, c'est que je peux choisir les gens que je vais former ou ceux que je vais embaucher. Bastien, que tu avais rencontré tout à l'heure, ça fait 3 ans qu'il bosse là. Et en fait, il était dans une de nos premières formations. Et je lui ai dit, en fait, tu veux rester? Moi, j'ai du boulot pour toi. Oui, trop bien. Voilà. Donc, du coup, je sais qu'ils ont été formés avec la sécurité en tête et machin et tout. Et puis après, ils sont bien traités, donc ils sont contents de venir le matin. Super. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment hyper important. Pour Julia aussi, je pense, on a toutes les 2 bossé longtemps dans la plongée et dans des endroits qui étaient plus ou moins bien, quoi. Et alors après, je pense que c'est, c'est un peu une philosophie de travail. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on fait là, ça veut dire qu'à la fin du mois, je gagne sans doute moins d'argent que certains autres centres. Mais en fait, c'est pas grave. Moi, je suis contente de travailler comme ça. Je me couche le soir. Je suis pas stressée en me disant « Oh là là, aujourd'hui, c'est passé ça ou ça. Ils sont contents d'être là. Voilà. Tout le monde est content. Et donc là, est-ce que tu penses que tu arrives à un stade où peut-être tu as besoin un peu de changement ou est-ce que tu es satisfaite de là où vous êtes? Écoute, pour l'instant, ça va. Là, maintenant, on est un peu en vitesse de croisière, quoi. C'est-à-dire, il nous a fallu une bonne année bien et demie. mérité, hein. Ouais. Franchement, là, ça va mieux. J'ai des journées normales. Déjà, je travaille plus le week-end. Ça, c'est trop bien. Incroyable. Ça fait pas longtemps, hein. Franchement, ça fait 1 an, je crois. Donc, non, on a mis 1 an et demi à vraiment trouver la bonne équipe, les bonnes personnes pour faire les trucs et tout. Et donc, moi, maintenant, je fais plus de la gestion, quoi. Donc, c'est vraiment m'assurer que tout va bien, régler un peu les problèmes de personnel quand il y en a, et puis après, superviser un peu le marketing, les finances, tout ça. Donc, ouais, c'est une vitesse de croisière. Alors, Julia et d'autres associés ont un projet juste au-dessus là de logement. Donc ça, c'est quasiment fini. Ah, ça, les logements qu'on voit là? Voilà, exactement. Donc ça, d'ici 2 mois, ça sera ouvert. Donc je pense que ça va nous occuper quelques mois, quoi, le temps que... Voilà, nous, on va travailler ensemble, du coup, pour proposer des offres un peu logement et plongée. Ça, c'est une excellente idée. Ouais, voilà. Donc du coup, je pense que ça va nous occuper quelques mois. Et puis après, écoute, je suis pas sûre, franchement. Pour l'instant, ça va. Maintenant, c'est assez confortable. Enfin, j'ai un rythme de travail qui est... normal, je travaille plus 70 heures par semaine. Donc, c'est assez confortable. On a fait des bonnes années jusqu'ici. Cette année, il y avait un petit peu moins de monde, mais on va pas se plaindre, on a quand même bien travaillé. Donc, non, je sais pas, ça va. Voilà. Ouais, la vie au bord de la mer à Bali, franchement, il y a pire, quoi. C'est clair. Non, et puis, moi, j'adore la douceur de Nusa Penida, là. C'est ce que je disais à Hardy tout à l'heure sur le scooter. Je regrette presque de ne pas avoir emmené ma famille ici et d'avoir choisi Gili Air. Parce que j'hésitais entre les 2. Ouais. Et à refaire, je les aurais emmenés ici parce que je sens qu'il y a une vibe qui me plaît bien. Donc là, je vais aller expérimenter encore dans les prochains jours parce que pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est de marcher de mon hôtel au centre de plongée. C'est tout ce que j'ai fait. Mais à partir de demain, je vais aller explorer. J'ai hâte. T'as parlé d'enfants à un moment donné. À quel moment t'as eu des enfants? Moi, non, c'est ceux de Julia. Ah, ok. Ah non, parce que moi, pas d'enfants. J'ai cru que t'avais dit ils auront quelque chose. Ah non, c'est les enfants du propriétaire. Ouais, ok. Non, moi, pas d'enfants. Ça rentrait pas dans ma vie, franchement. Enfin, je sais, c'est pas du tout un regret ni rien, quoi. Je te comprends, je suis pareil. Donc, voilà. Je sais pas. La question s'est posée pendant quelques années, puis assez vite, plus du tout. Puis toi non plus, t'as pas de cheveux blancs.
Non, pas trop, tu vois. Franchement, ça va. À 45 ans, j'en ai quelques-uns, quoi. Ouais. Parce qu'on me pose toujours la question, comment ça t'as pas de cheveux blancs? Bah, pas d'enfant, pas de cheveux blancs. Ouais, c'est pas faux, effectivement. Donc, non, c'était un choix de vie, quoi. Et puis, enfin, je veux pas dire que ce serait impossible avec la vie que j'ai ici, parce que je connais plein de gens qui le font. Mais c'était pas pour moi, quoi. Ouais. Je comprends. Eh ben, écoute, super. Écoute, j'ai oublié de te poser ma question de début de podcast, normal, que je pose au tout début. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, culturellement, t'a peut-être surprise les premières fois où tu es arrivée en Indonésie, surtout une fois que tu étais un peu installée et que ça a pris, enfin, vraiment que tu te sentais intégrée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise et comment tu as fait justement pour essayer de t'adapter à ça? Il faut être très patient ici. Ok. C'est pas ma qualité première, c'est pas ce que je fais de mieux. Mais tu peux pas... si tu t'énerves, en fait, tu perds la face. C'est un truc qui existe dans beaucoup de cultures asiatiques, quoi. Mais si tu t'énerves ou que tu montes de l'impatience ou de la colère, alors tu n'arrives pas à te maîtriser, donc tu as perdu la face un peu. Ouais. En Indonésie, le concept de temps est quand même assez élastique, quoi. Donc ça se sent d'ailleurs dans le vocabulaire. Quand quelqu'un te dit besok, ce qui veut dire demain, en fait, ça ne veut pas dire demain, ça veut dire peut-être demain ou peut-être dans une semaine. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, au nanti, plus tard. Mais quand plus tard, on ne sait pas. Voilà. Donc, ça demande pas mal de patience. Et pour moi, au début, ça a été un gros ajustement. Je perds encore parfois patience, mais beaucoup moins. Mais il y a aussi beaucoup de trucs sur lesquels maintenant, voilà, je laisse couler en fait parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Mais ça demande effectivement pas mal de travail. Et du coup, la façon dont tu approches les relations avec les gens est aussi un peu différente, surtout dans le travail. Des fois, il faut avoir une conversation dans laquelle tu vois pas toujours la logique, mais il faut pas s'énerver, quoi. Et j'ai envie de te dire que 13 ans plus tard, c'est encore un apprentissage, tu vois. C'est-à-dire, je comprends le concept, c'est beaucoup plus clair pour moi, j'ai fait beaucoup de progrès, mais il y a encore des fois où je me mords un peu la langue, quoi. Mais je comprends. Moi, tu sais, c'est un truc que j'aimerais parce que je travaille avec pas mal de personnes de Bali sur le bateau. Et eux, ils ont un lâcher-prise de dingue. Et à chaque fois, ils me le disaient, mais lâche prise en fait, pourquoi tu te prends la tête? Ça changera rien. Mais c'est dur, comment tu changes un peu? Nous, on n'a pas évolué, on n'a pas grandi comme ça. Donc comment justement t'adaptes ton cerveau à lâcher prise? Je sais pas, pour moi, il y a un truc quand même à Bali qui est très lié à la religion, qui est différente du reste de l'Indonésie, parce qu'ici, ils sont hindous, alors que la majorité de l'Indonésie est musulmane. Et donc, il y a beaucoup de choses qui remettent entre les mains des religieux, des dieux, des autorités religieuses et tout. Et puis après, il y a aussi, je sais pas si c'est un espèce de fatalisme, quoi. C'est plus que ils croient beaucoup au karma, tu vois. Ouais. Et donc il y a des trucs que tu peux pas changer, donc ça sert à rien de s'énerver. Et par contre, souvent ils te disent ah oui ben j'ai fait ça pour aider mon voisin, tu vois, bon karma, quoi. Donc c'est assez, je pense qu'il y a vraiment un truc culturel. Mais après en vrai. Il y a plein de fois où c'est très utile cette attitude, tu vois. Moi, ça m'arrivait plein de fois ici d'attendre un bus, un avion, un bateau qui partent jamais à l'heure parce que c'est l'Indonésie, quoi. Et en fait, à quoi ça sert de s'énerver? L'avion, il est pas là, tu vois. C'est clair. Ça change rien. Quand il arrive, il arrive. Bon, bah, tu auras peut-être besoin de réorganiser ta journée ou quoi, mais en fait, voilà. Donc, alors, je dis pas que ça marche tous les jours, hein, encore pour moi. Mais franchement, j'ai fait beaucoup de progrès, quoi. Parce que j'adore aussi, c'est leur franchise. Par exemple, là, je leur dis, ils me disent tous, bah, t'es là combien de temps? Tu vas combien de temps à Bali? Donc, je réponds 3 mois. Ah, bah, tu dois être riche. C'est ça la réponse que j'ai. Tu sais, ça me fait trop rire parce que je les connais pas. Enfin, je parle pas de tes employés, hein, ils m'ont pas dit. Mais n'importe qui que je rencontre au restaurant ou des choses comme ça. Et je leur dis, bah non, justement, je suis pas riche, en fait. C'est pour ça que je suis venue à Bali. Parce que pour moi, c'est pas cher. Comparé au Canada, c'est... Ici, tu peux manger pour 5 euros et encore. Ouais, et encore. 5 euros, tu peux nourrir 5 personnes. Donc, non, justement, je ne suis pas riche, mais j'adore leur façon de me dire « Ah bah, tu dois être riche !» Ouais. Ils adorent faire la conversation aussi, un peu comme ça, tu vois. Moi, j'ai appris assez vite les bases de l'indonésien, parce qu'en fait, les premiers mois où j'étais ici, avant ma formation, j'ai été au Sulawesi, donc c'est une autre île qui est pas beaucoup moins touristique que Bali. Et donc, il y avait des endroits où personne parlait un mot d'anglais, mais zéro, quoi, hein. Donc, je me baladais avec mon petit dictionnaire, là, et puis bon, bah, tu sais, on posait des questions. Et alors, ils adorent poser des questions. Ouais. C'est un sport national. Donc, tu viens d'où? Tu fais quoi? Ah, t'es mariée? Ah non, t'es pas mariée, mais t'as l'air un peu vieille. Tu sais, alors, ils te regardent un peu, genre, ah bon, t'es pas mariée? Genre, okay. Ah oui, ça, c'est compliqué pour moi. Ouais, ça, c'est très compliqué à comprendre. Et puis après, ils adorent. Ah, tu fais quoi ici?
Et tu viens d'où? Et alors, tu vas où après? Et tout. Ils adorent poser des questions, quoi. Mais là, maintenant que tu me dis ça, ça me fait comprendre un truc parce que je me disais, mais attends, je comprends pas. J'étais dans une petite villa à Samur. Et le matin, quand je partais à la salle de sport ou peu importe où j'allais, je croise le jardinier. Et peut-être deuxième fois que je le vois, le mec, et il me regarde et il me dit, tu vas où? J'avais envie de lui répondre. This is none of your business. Ça te regarde pas, en fait. Non, ils adorent. Et c'est hyper... Et alors, des fois, tu apprends des trucs, hein, parce que tu montes dans un taxi, tu sais, le mec, il dit, on va où? Alors, tu lui dis où tu vas, ok. Ah, et pourquoi tu vas là? Ah, ok, mais tu viens d'où? Ah, t'habites à Penida, ok. Et alors, ah, mais tu parles bien indonésien, ça fait longtemps que t'es là et tout. Et donc, tu sais, et tu peux passer une demi-heure dans le taxi, et le mec, pendant une demi-heure, il te pose des questions. Et alors, maintenant, moi, je pose des questions. Voilà. Ouais. Et je fais, ah, et toi, tu viens d'où? Ah, t'habites où? Ah, ok, t'as combien d'enfants et tout. Ouais, je fais pareil, tu vois, parce que il n'y a pas de raison, en fait. Bah non. Hein, voilà. Nous, on a peur de rentrer dans leur vie privée, mais en fait, non. Non, ils adorent. Je sais pas, c'est une façon, je pense, d'être un peu friendly, tu vois. Et puis aussi ils sont un peu curieux, tu vois. Curieux. Alors après, tu vas dans des endroits beaucoup moins touristiques que Bali. Là, c'est parce que souvent, ils ont jamais vu une personne blanche, tu vois, donc ou pas beaucoup. Donc ils ont envie de... Moi, au Sulawesi, je pense que je suis un peu connue, tu vois. Je dois être sur des Instagram de gens d'il y a 10 ans, tu vois, où ils me prenaient en photo et tout. Ils m'arrêtaient dans la rue en me disant, je peux faire une photo et tout. J'étais là. Et t'es vachement blanche comparée à nous. Ok, ouais, si tu veux, on fait une photo, enfin, ok. Ouais, voilà, Jakarta, on m'a demandé de me prendre en photo avec un groupe de mecs. J'étais mort de rire parce que je me dis quand même, Jakarta, ils doivent être habitués. Ah ouais, mais alors tu vas de l'autre côté, là, vers les Moluques et tout, là, je peux te dire... Ouais, c'est incroyable. Mais du coup, alors là, les questions, vas-y, quoi. Hein, tu viens d'où? Tu fais quoi? T'es là combien de temps? Tu viens à Bali? Ah bon? Et tout, J'adore. J'adore. Mais écoute, je vais bientôt te poser la question de fin. Avant que je te la pose, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé partager à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Je pense que si les gens, s'il y a des gens qui se posent la question de faire ce genre de projet, ou en tout cas de faire ce genre de changement, je pense que souvent, les gens s'arrêtent sur des détails un peu pratiques ou sur des considérations pratiques. Et en fait, je vais pas dire que c'est plus facile qu'il n'en a l'air, mais en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, je me souviens quand j'ai décidé de quitter le Canada, parce que j'ai voulu quitter le Canada, je me posais des questions cons. Je vais faire quoi de ma télé? Je vais faire quoi de ma voiture? Enfin, des trucs cons, tu vois, parce que t'as l'impression d'avoir tous ces biens matériels. Tu vas en faire quoi? Et puis après, qu'est-ce que je vais faire comme travail? Blablabla. Mais en fait, tu te poses plein de questions. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as fait, ça initie plein de peurs. Finalement, quand tu l'as fait, tu te dis, punaise, en fait, j'ai fait plus pour ça. En fait, je trouve que le plus difficile, c'est de se mettre en action. Tu vois, une fois que tu as pris une décision, bah après, c'est ça. Moi aussi, j'ai vendu tous mes trucs que j'avais. J'ai une armoire qui est toujours chez un pote à Marseille qui devait la vendre, il l'a jamais vendue. Bon, bah voilà, c'est pas grave, quoi. Après, une fois que tu te mets en mouvement, en fait... Ouais, c'est un peu effet boule de neige. Une fois il y a une espèce de fluidité qui se crée, quoi. Tu fais un truc, puis le suivant, et en fait... Puis je trouve que tu as plus l'excitation qui rentre en jeu. Une fois que tu as commencé, tu as les peurs qui s'éliminent tout doucement. Tu vas peut-être avoir un peu de stress, des choses comme ça, mais tu as plus l'excitation qui commence à prendre le dessus. Bon, alors après, faire un business, c'est next level. Hein, c'est vraiment... Là, c'est la même boule de neige, mais alors une grosse boule, quoi. Il faut vraiment... Il y a des jours, il faut pousser fort, quoi. Hein. Ouais, non, je comprends. Mais partir, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Non, c'est clair. Mais écoute, ma question finale, signature du podcast. Quelle est la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même durant ces 15 ans d'expérience à l'étranger? Oh là là, c'est dur, ça. Franchement, au stade où j'en suis aujourd'hui, c'est pas très modeste comme leçon, mais j'ai envie de te dire que il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois? Et en fait, si, je pouvais le faire. Parce que tu pensais que tu n'étais pas capable? Parce que je pensais que j'étais pas capable, parce que il y avait plein de barrières, la barrière de la langue, être une femme dans ce pays, tout un tas de trucs. C'était aussi beaucoup plus difficile que ce que je pensais par moment. Enfin, je veux dire, globalement, ça a été assez difficile. Mais j'ai l'impression d'être ressortie de là avec beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de confiance que j'avais auparavant. Parce qu'en fait, une fois que tu as monté un business, que tu as construit de zéro et que tu embauches 20 personnes, en fait, bon, bah, tu sais que tu peux faire un tas de trucs. Clairement. Voilà. Ouais. Donc, et moi, ce que j'adore dans ton histoire aussi, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des femmes qui t'ont été mises sur ton chemin. Ouais, tu vois. J'ai eu pas mal d'inspiration. Il y a une femme qui vit ici, qui vit à Bali, qui est là depuis 25 ans et qui a un centre de plongée aussi et que j'ai rencontré les premiers mois où j'étais là. Et elle doit avoir une bonne dizaine d'années plus que moi, je pense. Hein. Ça fait longtemps qu'elle vit ici.
Elle a fait sa vie à Bali, elle était mariée à un Balinais et tout. Et franchement, à l'époque, elle avait un gros business, quoi. Ça tournait vraiment pas mal. Et j'étais là, ah ouais, en fait, tu peux être une femme étrangère et si faire ça, quoi. Donc, ouais, il y a eu des gens qui m'ont inspirée. Et puis après, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'automobile, qui est une industrie de gros machos quand même. Enfin, clairement, surtout en France. Ouais, voilà. Je sais pas, ça fait des années que je l'ai quitté, mais enfin, à l'époque, en tout cas, c'était vraiment un truc de gros machos. Et donc, je pense que ça m'a aussi équipée un peu différemment pour plus chercher les femmes autour de moi avec qui je pouvais faire des trucs, tu vois. Parce que quand je suis sortie de là, franchement, j'en avais marre de discuter avec des mecs qui m'expliquaient mon métier, quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, ouais, mais c'est sûr. Après, c'est des rencontres aussi, hein. Je pense que c'est... Enfin, tu sais, il y a toujours un peu une part de... Ça doit être le karma des balinettes, ça. Il y a une part de chance, un peu, quoi. Oui, tu t'es pas convertie à l'hindouisme encore? Non. Non, j'ai fait quelques cérémonies. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'offrandes. Ah si, il y en a sur le bateau. Ils le mettent le matin avant que tu montes sur le bateau pour la bonne fortune. D'accord. J'ai un petit avis de cérémonie, mais je le sors que pour les cérémonies. Donc, voilà. Bah écoute Hélène, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. C'est très apprécié. Et puis, j'espère à bientôt à Nusa Penida. À la prochaine pour la plongée. Merci.